Je vais lui passer la parole et l'écran d'ailleurs. Merci Kenza. Bonjour à toutes, à tous. C'est un plaisir d'être avec vous en cette fin de journée, surtout que vous venez de partout. Il y a même des projets internationaux. Merci beaucoup de votre présence. Hop, est-ce qu'on est OK en termes d'écran et visio, Kenza? Oui, c'est parfait. Super. Eh ben, on peut démarrer. Alors, comment réussir tous les appels à projets auxquels tu postules? Donc, mon choix, ça a été de mettre une des plus grandes championnes, Serena Williams. Est-ce que, comme elle, vous allez gagner tous les tournois auxquels vous participez? Je peux vous dire d'entrée de jeu, la réponse est non. C'est difficile, les appels à projets. En tout cas, la promesse qu'on vous fait dans cette formation, c'est de vous donner et vous partager un certain nombre de tips. Alors, Kenza a beaucoup dit que c'était mes tips. En fait, moi, je suis surtout un porte-voix ici parce que derrière moi, en fait, il y a à la fois une équipe de l'incubateur de Make Sense dont le boulot est en fait de sélectionner des projets. Donc, on passe beaucoup de temps à lire des candidatures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi de l'autre côté, vu qu'on passe beaucoup de temps à remplir des appels à projets. Moi, je passe en vrai énormément de temps à remplir des candidatures. Voilà. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là et qu'on va vous partager un certain nombre de conseils. Je prends le temps de vous donner les disclaimers habituels. Vous avez une diversité de projets, une diversité de contextes et à chaque fois, sans doute, des spécificités. On va devoir ici être le plus… j'essaye à chaque fois généraliste mais précis et on aura le temps ensuite de continuer les échanges le cas échéant, vu que ce n'est qu'une formation. Il peut y en avoir d'autres si vous le souhaitez. OK, c'est parti. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va passer un peu de temps d'abord à déconstruire les appels à projets. C'est quoi en fait un appel à projet? Qu'est-ce qu'il y a derrière un appel à projet? Et ensuite, les 3 raisons pour lesquelles on ne gagne pas toujours les appels à projets basés sur notre expérience et du coup, comment y répondre. Alors, un appel à projet, on m'a toujours appris au lycée, à la fac, de définir les termes du sujet. Donc, définissons-les. Un appel à projet, c'est un dispositif qui est mis en place par une organisation pour sélectionner à quel projet elle va attribuer un soutien financier ou matériel. Donc, cette organisation, ça peut aussi bien être une grande organisation privée, l'État. Simplement pour la culture G, on parle de financement de FSP, c'est surtout dans le monde de la recherche, mais c'est globalement le même fonctionnement. Et l'appel à manifestation d'intérêt, l'AMI, c'est généralement porté par des institutions publiques pour des projets de plus grande ampleur. A priori, alors il y a des projets plus matures ici, mais si vous êtes des entrepreneurs sociaux qui débutent, vous allez peu croiser d'amis. Un ami, ça a la caractéristique de ne pas avoir beaucoup de critères en fait, et d'être très ouvert. La notion de critères, elle est importante. Et puis, pour info, un appel d'offres, c'est quelque chose de différent parce que là, on recherche un prestataire sur la base d'un service qui est très bien défini. Globalement, aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur les conseils. Ils vont être pour des appels à projets type celui du CEMEX Tech, globalement portés par des fondations, des entreprises ou des fondations d'entreprises pour des prix qui vont entre 5 et 50 000 euros. Hop là. Alors, pourquoi les organisations lancent des appels à projets? Et surtout, c'est intéressant, j'ai souligné ce mot parce qu'en fait, un des messages clés que je voudrais vous faire passer, c'est que quand on remplit un appel à projet, il faut faire preuve d'empathie pour essayer de comprendre ce que recherche l'autre. Il y a des questions qui arrivent. Okay. Et du coup, pourquoi les organisations privées lancent des appels à projets? Elles ont chacune leur raison, mais c'est quand même on peut dire qu'il y a un appel à projet, c'est juste une partie d'une stratégie d'entreprise qui est beaucoup plus large. Et cette stratégie d'entreprise-là, elle recouvre plusieurs enjeux. Ici, je vais faire des généralités volontairement, mais on a d'un côté du spectre l'envie, vraiment une dimension totalement philanthropique et de soutenir des projets, soutenir des convictions. Et de l'autre, il y a aussi l'idée de développer une activité de l'entreprise de plus en plus. Il y a des études sur ça. Ne croyez pas, il y a des gens qui font des études sur les appels à projets qui soulignent en fait qu'il y a un vrai rapprochement entre les thématiques stratégiques d'une entreprise et les thèmes d'appel à projet. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, c'est aussi des futurs partenaires qu'on va peut-être soutenir et rencontrer dès les premiers pas. Voilà. Puis, il y a aussi beaucoup d'appels à projets, évidemment, de la puissance publique. Et ça, sans rentrer dans le détail et les enjeux de délégation de services publics, simplement se dire que soutenir des initiatives, ça fait partie du rôle de l'État. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important peut-être de cette formation, c'est l'empathie. Posez-vous des questions. Et pourquoi cet appel à projet il est important pour l'organisation? Quand l'organisation, elle me pose cette question auquel je ne comprends rien et qui me casse les pieds de répondre, pourquoi elle me la pose? Il y a quand même des personnes qui se sont posées pendant a priori plusieurs heures pour se poser cette question-là.
Donc, avoir cette dimension-là. Hop, on arrive, voilà. Alors, phrase simple, basique, vous aurez reconnu le clin d'œil au clip d'Orelsan pour qu'est-ce qui fait qu'un appel à projet, ça marche ou ça ne marche pas. C'est tout simple, mais ça dépend quand même de l'adéquation entre une candidature. Une candidature, ce n'est pas un projet. Un projet peut émettre plusieurs candidatures, il peut donner plusieurs couleurs à un même projet, évidemment. Et une organisation qui sélectionne. Dans une organisation qui sélectionne, il y a une partie de lecture de dossier. Il y a plusieurs personnes, en fait. Il y a des parties lecture de dossier, dont on va se concentrer aujourd'hui. Il y a une partie jury. On va volontairement laisser de côté pour pouvoir se concentrer sur la production écrite. OK ? Et en fait, si on part de cette définition-là, on regarde les appels à projets totalement différemment. La réponse à un appel à projet, ce n'est pas pourquoi mon projet est le meilleur selon mes principes à moi, qui sont sans doute très intéressants, mais c'est en fait pourquoi mon projet c'est le meilleur pour les critères auxquels je dois répondre. Et ça, c'est la clé. Alors, les 3 raisons pour lesquelles on rate des appels à projets, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour la rédaction, c'est que la candidature elle ne répond pas aux critères de sélection, ou c'est que le projet ne répond pas aux critères de sélection. Alors, voilà. Ça, je pense qu'on a tous, ou on va tous passer par ce sentiment super agréable de la deadline est dans 10 jours, j'avais quand même un peu prévu de faire un week-end sympa. Bon, comment je fais? Je manque de temps pour la rédaction. Cette sensation de travailler dans l'urgence, elle fait aussi partie de nos métiers et je pense qu'il faut vraiment l'appréhender et la prendre comme une donnée de départ sur laquelle travailler. Alors, malgré tout, on peut quand même essayer, et ça fait mal à la tête, hein, comment on peut éviter ça? Voilà. Eh ben, il faut essayer de repérer les appels à projets à temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui écrivent les appels, voilà, comment repérer, comment les identifier suffisamment tôt, nous demande Catherine. Dites-vous bien que les personnes qui écrivent des appels à projets, elles ont envie de lire des candidatures qui sont intéressantes et bien écrites. Du coup, ils vont généralement vous donner le temps pour répondre. Un appel à projet qui ne vous donne que 2 semaines pour répondre, ça peut être louche. On peut croiser ça dans certains appels d'offres, mais c'est tout un autre sujet. 3 façons de repérer des appels à projets. Alors voilà, on fait à la fois notre promo, mais on est surtout convaincu qu'au bout de 7 ans, on a créé une plateforme en ligne qui est super. 7 ans d'accompagnement de projet qui s'appelle Make Sense Spot. Vous pouvez ouvrir une page internet et aller voir. C'est en fait une plateforme numérique de services pour des entrepreneurs sociaux. Vous allez pouvoir accéder à toutes les formations à l'image de celle-ci qu'on a fait depuis 7 ans, être mis en lien avec des mentors, mais également pouvoir candidater directement à des appels à projets. Donc, nous, on est une équipe qui fait le tour de tous les appels à projets francophones et qui les met sur lesquels vous pouvez candidater directement. Honnêtement, je pense qu'on n'en loupe pas beaucoup. Après, on n'en les voit pas tous. Donc, je vous conseillerais de vous abonner au portail du ministère. Si vous faites appel à projet ministère de l'Éducation jeunesse, vous l'avez. Et pareil pour la Fondation de France, c'est encore mieux fait sur la Fondation de France. La Fondation de France, c'est donc une des plus grandes fondations abritantes de France. C'est-à-dire qu'il y a en dessous de la Fondation de France plein de petites fondations. Donc, elle refait remonter des appels à projets. Et avec des filtres qui sont vraiment pas mal faits pour pouvoir cibler les appels à projets qui nous correspondent. Voilà. Pour autant, et ça a été posté dans les questions, merci, il y a un type d'appel à projet qui passe souvent sur les radars parce que ces antennes sont-elles gratuites? Ces antennes sont gratuites. On pourra avoir ces slides à la fin, oui. J'ai mis une alerte sur appel à projet. Tout à fait, c'est une super technique de mettre ça. Je pourrais plus le mettre, merci, je vais le rajouter. Globalement, en fait, c'est pas mal les alertes, les Google Alerts pour faire de la veille sur vos projets. Donc, vous pouvez faire mieux vieillir appel à projet, mais vous pouvez faire aussi mieux vieillir politique publique, j'en sais rien. Bon outil. Il y a quand même des appels à projets qui sont parfois sous le radar parce qu'ils sont portés par des collectivités locales qui n'ont pas forcément des puissances de communication hyper élevées, ce qui fait qu'on les loupe. Il s'agit d'être proactif parce que c'est hyper intéressant de travailler sur ces appels à projets-là. Donc, j'appellerais ça un peu débusquer les appels à projets locaux. Alors, du coup, là, ça peut être une énorme montagne et un des enjeux, c'est de ne pas perdre votre temps. En fait, je vous le rappelle, votre ressource la plus importante, c'est votre temps, en fait. Donc, choisissez bien là où vous mettez votre énergie. Et il y a des tips pour pas trop en perdre, justement. Donc là, je vous conseille d'aller voir la Chambre régionale de l'ESS, les CRES, qui vont pouvoir, en fait, à chaque fois, vous faire de la liste d'appels à projets locaux, avoir des super newsletters aussi. Et puis enfin, vous pouvez aller voir les conseils régionaux, conseils départementaux
ainsi que les métropoles. Donc, consultez les pages Internet. Il y a toujours, vous pouvez faire des recherches Google, région, donc Occitanie, ESS, appel à projet Occitanie ESS, vous allez tomber sur les pages Internet et peut-être identifier des appels à projet. Ce qui peut être intéressant, on y reviendra plus tard, c'est de rencontrer les personnes en charge pour comprendre leur stratégie, positionnement et présenter votre projet. Et là, du coup, c'est un super gros cliché qu'il faut faire tomber. Derrière les appels à projet, il y a des personnes qui se posent, qui se prennent la tête pour savoir comment on peut soutenir au mieux les projets et qui, en fait, la raison pour laquelle elles bossent et elles sont motivées, c'est en fait vous soutenir vous. Et du coup, elles seront super intéressées de vous venir les voir avec une bonne approche, on y reviendra, pour échanger. C'est assez facile à faire en fait, avec 2-3 recherches Google pour trouver les personnes, identifier les personnes sur LinkedIn directement. Parfois, il y a très souvent leur email. Voilà. Des moyens, du coup, vous manquez de temps pour la rédaction, essayez de les détecter à temps. Parfois, on a beau faire ce qu'on veut, on manque de temps, quoi. et organiser notre réponse en 3 temps. D'abord, la conception, rédaction et rélecture. Dans la première étape, en fait, il s'agit de répondre, d'identifier les arguments de fond. Il ne s'agit pas ici de se perdre dans la rédaction, mais c'est quoi les idées clés, les idées fortes que vous voulez prendre pour chaque question de l'appel à projet. Donc, vous avez 2 types d'appels à projet, soit des endroits où vous pouvez sauvegarder des réponses en ligne, soit non. Ce que je vous conseille, c'est de faire tout l'appel à projet, de prendre toutes les questions, de les mettre sur un doc à part, en fait. Ce qui fait que vous aurez un doc de travail avec votre équipe, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait, pour chaque question, vous essayez de répondre, de trouver le fond de votre réponse. Donc, par exemple, vous allez avoir des questions sur en quoi votre projet contribue à l'insertion pro. Eh ben, avant de vous lancer dans une réponse, mon projet constitue parce qu'il permet dans la mesure de, vous avez les 3 arguments qui sont, donc moi, c'est une réponse ici, quand on me pose la question sur un des programmes de Make Sense, on développe les compétences 12, confiance en toi, développement durable. Voilà. Ensuite, l'étape, le niveau d'au-dessus, qui n'est pas possible pour toutes les questions et qui est vraiment bien, c'est quand vous arrivez à proposer une dialectique en fait, entre la question qu'on vous pose et votre réponse. Globalement, on va vous dire pourquoi ça contribue à l'insertion professionnelle. Vous faites une première partie très courte qui est en fait les problèmes de l'insertion professionnelle, les défis, les en bon français pain points sont pour votre… Alors, ici, ce n'est pas une vérité scientifique que je mise, c'est surtout à base d'exemples, même si sur le fond, c'est majoritairement vrai. Vous allez identifier 3 défis et en fait, derrière, vous allez apporter une réponse qui répond aux problèmes que vous avez posés. Vous me suivez? Et ça, en fait, ça va permettre de… Le problème, c'est ça. Et du coup, ma réponse est idéale parce qu'elle s'y adresse très bien. Et en fait, en faisant ça, vous êtes beaucoup plus fluide, beaucoup plus dialectique et c'est super efficace. Petit tips, moi, je passe beaucoup de temps, peut-être trop, sur des slides. En tout cas, c'est des choses qu'on peut vraiment… Parfois, si vous avez des réponses à faire sur des slides, c'est des choses qui se mettent super bien en avant. Vous avez un slide avec les 3 défis avec 3 couleurs différentes et ensuite, la réponse, vous avez les mêmes couleurs pour la réponse. C'est essayer de faire ce jeu-là, de vous dire vraiment comment je peux expliquer de la manière la plus pédagogique possible. Voilà. Je ne vois pas de questions. J'imagine que c'est à peu près clair, tant mieux. Je continue. Conception, alors du coup, c'est des tips que j'ai… Je suis allé poser la question en fait aux personnes qui lisent, les personnes qui… Karel chez nous, qui lit un grand nombre de candidatures et qui dit « C'est quoi qui t'énerve le plus, Karel, quand tu lis des candidatures ?» Elle me dit « Ce qui m'énerve, c'est quand en fait les personnes essayent de rentrer des arguments de dingue de leur projet. Par exemple, ils ont un super appli tech, un super produit tech, mais qu'en fait, ça ne répond pas du tout aux enjeux. » Et ça, c'est assez agaçant. Du coup, ça revient toujours cette idée d'empathie et là, on en reparlera dans la partie suivante sur la compréhension des critères. Ce qui est important ici, c'est de mobiliser votre équipe. On ne va pas se mentir, répondre à des appels à projets, c'est long, c'est parfois un peu douloureux. On a des profils qui sont plus ou moins bons pour ça, en fonction de ses qualités. Et c'est vraiment important que, vous ne soyez pas tout seul là-dedans, pour votre bien-être et puis surtout pour la qualité de votre réponse. En fait, en mobilisant les gens de votre équipe à cette phase de conception, donc quand vous n'êtes pas sur de la rédaction, vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées, ils vont vous sentir impliqués, vous allez voir, ils vont vous demander après alors comment c'était cet appel à projet, alors que sinon, ça sera un peu votre gros boulet tout seul. Et ça, ne pas leur demander des questions alors on fait quoi, mais c'est plutôt arriver avec des idées et les faire réagir dessus, c'est des super moments de réunion. Ouais, alors ça, c'est un détail aussi, mais attention aux limites de mots. Moi, j'ai répondu à un
de gros appels à projets européens il y a peu de temps, on s'est rendu compte au moment de la rédaction que les cases étaient limitées à 5000 caractères alors qu'on avait environ 8500 caractères en moyenne. Donc, c'est beaucoup de temps perdu pour essayer de resynthétiser. Et en fait, on a même dû couper certains arguments. Donc, prenez-le en compte dès le départ. Il y a des compteurs de mots, c'est pratique. Et jouer avec les annexes. Certains projets vous permettent de glisser des annexes, donc des choses que vous ne pourrez pas dire. Par exemple, on a toujours envie de raconter énormément de choses sur son projet. Ne le faites pas, choisissez synthétique et mettez une batterie de slides en annexe. Tac. On avance. Du coup, dernière étape, celle de la rédaction. Donc ça, il faut partez du constat du départ que la personne qui va vous lire, elle aura peu de temps, elle n'a pas de connaissances approfondies de votre projet, et potentiellement elle en a marre en fait de lire des dossiers. Prenons le pire scénario. Voilà. Et du coup, quand on se dit que sa cible c'est ça, on se rend compte que être clair et intelligible c'est le plus grand défi. Et je peux vous dire que Karel, du coup, quand je lui demande, elle me dit les meilleurs dossiers. Les meilleures candidatures, ce n'est pas forcément les projets les plus innovants, les plus clairs, mais les plus avancés, mais c'est les projets qui sont les plus clairs dans la manière dont ils s'expriment, dont ils me présentent. Donc ça, cette intelligibilité est vraiment importante. Est-ce qu'on peut faire des bullet points? Mais alors, oui. Donc voilà, quand je vais insister sur quelque chose, je vous mets un GIF. C'est vraiment, vraiment important d'être simple. Partez du principe que vous allez toujours être trop compliqué. Et je dis ça voilà, c'est important de dire que moi-même, alors que j'en écris beaucoup, on a tendance à être verbeux, on a tendance à vouloir en dire beaucoup trop, alors qu'à l'écrit, soyez simple, vous aurez le temps de faire des étincelles à l'oral. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des bullet points? Il faut faire des bullet points. On va voir comment être clair. On va avoir 3 niveaux. On va avoir la réponse, donc au global dans une réponse, donc une box de 5000 caractères, ensuite dans un paragraphe et ensuite dans une phrase. Donc, la structure, elle doit être apparente. C'est-à-dire qu'on voit la réponse, on se dit, OK, il y a plusieurs sous-enjeux. Ça, c'est super rassurant de voir ça. On se dit, OK, la personne a un flow structuré versus un gros pavé. Donc, numérotation pouce et puce. Les idées clés sont en gras. Et les mots-clés de l'appel en projet sont bien réutilisés. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Mais quand vous lisez l'appel à projet, on y reviendra, vous allez avoir des mots-clés qui vont revenir. La personne s'exprime, vous pour désigner par exemple, le mot bénéficiaire est toujours utilisé par les institutions publiques. Parfois, on a plutôt tendance à parler de participants dans nos programmes. Ça dépend complètement. Mais par exemple, chez Make Sense, on parle beaucoup plus de participants. On s'adapte à toujours utiliser le mot bénéficiaire. Je vous ai donné un petit exemple ici. À la question présentez votre projet, il y a d'abord le problème auquel vous répondez, votre solution en une phrase et un descriptif. Voilà. C'est toujours comme ça. Sur cette question-là. Et ce qui me fait dire en fait qu'il y a beaucoup de vos questions qui pourront répondre dans les formations au pitch que vous allez trouver sur la plateforme de Make Sense Spot dont je vous parlais, qui va vous permettre en fait d'avoir cette première question de présenter le projet. Et elle doit devenir la plus automatique possible. Et du coup, formez-vous au pitch là-dessus. Vous aurez trouvé dans cette formation beaucoup plus de détails que ce que je viens de faire. Alors là, voilà, il y a des bons rédacteurs, il y a des mauvais rédacteurs. Je pense qu'il faut admettre qu'il faut progresser là-dedans. Et surtout, moi, je vous partage une expérience. Moi, j'ai besoin de beaucoup de temps pour rédiger. En fait, je ne suis pas capable de faire un paragraphe super en 3 minutes. J'ai besoin de revenir dessus. Je suis plus un diesel. J'ai des collègues, c'est des tueuses. Elles vont écrire ça en 2 heures. Moi, j'ai besoin de plus de temps. Et ça, c'est vraiment important de l'assumer. Parce qu'au final, ce qui va compter, c'est est-ce que ça fonctionne ou pas. Un paragraphe, une idée, ça doit un peu faire prof d'histoire au lycée, mais expliquer et peser l'argument que vous souhaitez mettre en avant en une phrase, expliquer pourquoi il est important. Parfois, ce n'est pas forcément la peine. Illustrez-le avec un exemple et réutiliser. Alors ça, j'y reviendrai après. Là, je vous donne un exemple de paragraphe que je trouve pas mal. Et réutiliser des passages d'un appel à projet à l'autre sans en abuser. Vous allez avoir pas mal, en fait, des questions qui se recoupent d'un appel à projet à l'autre. Et du coup, c'est important que vous puissiez reprendre des paragraphes ou en remettre dans votre appel à projet. Ça, c'est important d'arriver à faire cette gymnastique, que vous repartiez pas de zéro à chaque fois. Donc, c'est clé. Et en même temps, si c'est trop fait, ça se voit et ça agace. Donc, n'en abusez pas. Et donc, les phrases, faire des phrases courtes quand il y a peu de virgules. Ce qui fait des phrases courtes, généralement, on fait des phrases trop longues. Là aussi, partez du principe qu'il y a c'est des phrases trop longues. S'il y a plus de 2 virgules, c'est qu'il manque un point.
privilégier les verbes d'action aux formes indirectes. Donc ça, on a tendance à mettre des aura permis de faire quelque chose, alors que les aura permis, on peut le remplacer par des verbes d'action en forme directe. Moi, je fais beaucoup ça, par exemple, c'est hyper chiant. Ça allonge le texte, ça l'alourdit. Voilà. Les fautes d'orthographe, bien sûr. Et puis ensuite, il y a tout le passage de relecture. Moi, je vous conseille de vous relire vous-même le lendemain en 5 minutes, mais ça, en fait, ça va être frustrant, parce que sinon, vous allez envoyer un doc à relire à des gens qui vont faire des relectures et vous dites ah, j'aurais pu le faire moi-même. Donc, relisez-vous le lendemain matin en vous demandant on va laisser notre grand-mère tranquille. Est-ce qu'un ami comprendra? Et ensuite, seulement faites-vous relire. OK? J'avance. Ouais, donc là, c'est dur. Ouais, c'est normal, c'est pas simple, hein, c'est toute une méthode. On la raconte là avec plein de fluidité, mais on s'est bien cassé les dents. Ça nous a pris du temps. Pas se mettre de pression et commencer justement avec des appels à projets qui peuvent être pas trop gros pour pouvoir vous faire la main un petit peu. Et puis du coup, ce qui est important, c'est de passer de vraiment, ce que j'aimerais vous communiquer, c'est l'idée de fonceur. Donc j'ai un super appel à projet, je l'ai repéré, j'y vais. Je raconte mon projet magnifiquement, à celui de stratège. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Alors, Karel, elle dit que 60% des candidatures de notre programme phare d'incubation ne répondent pas aux critères de sélection. C'est énorme comme chiffre. C'est-à-dire que 60% des 300 candidatures qu'on reçoit tous les 6 mois, en fait, n'ont pas bien lu les critères, alors c'est le 10e appel à projet qu'on fait comme ces mecs. Donc, on a énormément de… Enfin, c'est très clair, nos critères, on a eu beaucoup de feedback des entrepreneurs, donc c'est assez compréhensible. Et puis, on prend même des moments, des zooms pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Pourtant, on n'a pas des super bonnes candidatures pour la majorité. Du coup, vous voyez-vous bien que c'est le problème. Et là, vous vous demandez pourquoi Leonardo DiCaprio qui murmure un truc bizarre. Mais en fait, vous aurez sans doute reconnu le personnage de Roméo dans le film Roméo plus Juliette. C'est juste une façon de vous dire qu'on est souvent trop amoureux de son projet quand on se lance dans l'entrepreneuriat social. Et c'est une bonne chose. Être amoureux de son projet, c'est donc avoir de la passion, c'est donc avoir de l'énergie, être capable de surmonter des épreuves, de bosser énormément, d'embarquer les autres, et ça, c'est top. En revanche, là où ça devient un problème, c'est que quand on est trop transi, comme un Roméo transi, et que du coup, en fait, on modifie un peu le réel pour qu'il réponde à ce qu'on a envie qu'il soit. Et souvent, on lit les questions à l'aune de ce qu'on a envie d'y répondre. Et c'est vraiment le plus important, en fait, c'est d'arriver à bien comprendre les critères. Est-il pertinent de réaliser un Gantt? Vous réalisez un Gantt, donc c'est un schéma, c'est un graphique qui permet de planifier des actions de manière assez détaillée, tout en n'étant pas trop compliqué vu qu'il se fait sur un Excel. Ça prend énormément de temps. Si on ne vous le demande pas, vous ne le faites pas. L'important, l'idée d'un Gantt, ça serait de montrer que vous savez très bien comment le projet va se planifier. Donc, si vous en avez un déjà prévu, vous le mettez en annexe. Sinon, vous pouvez aussi mettre un programme. Mais si pas, on ne vous le demande pas, faites-le pas. Tu vois, Vanessa, sinon tu vas passer des heures à créer un Gantt pour un projet qui ne se fera peut-être pas, qu'il fallait répondre aux critères. Comment on fait pour répondre aux critères? Je vous propose 3 façons différentes. Enfin, 2 façons et du coup une conclusion. Là, la première, c'est la lecture attentive des documents de l'AP. Donc, en fait, avant de vous commencer, de vous lancer, vous prenez du temps pour lire. Alors, je fais une pause, je prends les questions. Existe-t-il des sites ou des cours nous permettant de se former à la rédaction? Je ne sais pas à ce stade s'il y a des cours vraiment dédiés là-dessus. Mais un projet, tu vois, tu fais des petites questions. Comment je pourrais présenter mon projet? Tu vas en parler et tu le montres à ton ami. Il ne faut pas qu'il soit trop long du projet comme une personne qui lirait ta candidature, mais ça peut être un bon moyen déjà pour te tester. Donc, il y a énormément sur les docs d'appel à projet. Souvent, il y a des explications. Si elles ne sont pas directement présentes, il faut aller les chercher. Vous pouvez aller les chercher sur Twitter, par exemple. Vous pouvez aller les chercher en allant les regarder les lauréats de l'année passée. Il y a beaucoup de choses en fait que vous pouvez faire pour essayer de faire remonter de l'information. Voilà. Ici, il faut voir comment, en fait, qu'est-ce que l'appel à projet il cherche à valoriser. Qu'est-ce qui compte pour lui? Souvent, quand on fait du business développement, la métaphore de la séduction fonctionne. Alors, je m'en méfie un petit peu, mais elle a quand même du bon.
c'est vraiment important de comprendre ce qui fait vibrer le cœur de l'autre. Et du coup, dans les appels à projets-là, c'est ça. C'est exactement comme on dit un devoir de français de type commentaire ou dissertation. Pour plutôt disserte, moi, je suis très marqué comme ça, donc c'est aussi ma vision des choses, mais il y a de ça. Ouais. Donc concrètement, quand vous lisez les docs, vous ouvrez un autre doc de travail à côté, vous synthétisez le contexte, vous notez les chiffres clés, à quoi ça vous fait penser, vous n'hésitez pas à le dire « Ah tiens, je vais aller regarder, il parle d'une politique publique européenne, tiens, je peux aller passer 2 secondes dessus. » Plus, ce ne sera pas perdu, c'est toujours de la culture générale pour votre projet. Vous listez les critères explicites. Ça, c'est quand même la cure. Hein. Passez pas des heures sur des sites qui vont vous servir à la marge. Passez du temps sur les critères. Essayez de vraiment bien les comprendre. Donc, vous allez avoir des choses sur l'inclusion des bénéficiaires. Vous pouvez avoir des choses sur une dimension locale, sur un certain niveau de maturité, sur la présence sur un territoire, sur un type de modèle économique. Voilà, tous ces critères-là, il faut que vous les compreniez. Il va y avoir des idées sous-jacentes. Vous allez sentir à la lecture que on est très ES, par exemple. Nous, Make Sense, on est très catégorisé entrepreneuriat social, ce qu'on est. Et pour un certain nombre d'acteurs de l'ESS canal historique, même si je pense que c'est des distinctions qui n'ont pas toujours sens, mais on va être perçu un petit peu comme une casquette de jeunes innovants en basket parisien. Et du coup, il faut qu'on casse ça. Et ça, on le sent en fait à la lecture des contextes, en voyant quelle est l'organisation qui met l'appel à projet. Et donc, on essaye tout au long de la rédaction de mettre plusieurs exemples qui vont démontrer l'inverse. Notez les exemples utilisés. Il va y avoir des exemples par exemple, pour essayer d'expliquer un petit peu ce qu'ils veulent valoriser. Ils vont vous donner un exemple. Par exemple, ils vont utiliser l'exemple de… rechercher un truc. Par exemple, nous, Make Sense, je vous parle de ce que je connais bien, on va répondre beaucoup à des appels à projets pour accompagner d'autres en tant qu'incubateur. On sent que la personne qui va écrire un appel à projet, derrière incubateur, elle va beaucoup parler de la création de business plans, par exemple. Ça, c'est vrai, les business plans, c'est souvent une sorte de maraude comme ça des personnes qui font des appels à projets. Du coup, nous, on va parler beaucoup de nos formations qu'on fait en business plan, même si c'est pas forcément ce qui est le plus important. Mais on voit ce qui compte. Ici, des petits exemples, on le remet. Ce qui est important, c'est de croiser l'analyse avec une autre personne. Donc, sur ce doc, vous pouvez dire tiens, est-ce que tu peux lire aussi, qu'est-ce que tu en penses? Nous, on a des super échanges en commentaire sur les appels à projets. Et du coup, c'est un peu la base de travail ensuite pour aller concevoir CF partie précédente, pardon. Hop, une fois que… Alors, là où ce que je vous conseille vraiment et chaudement de faire, c'est d'aller échanger. Donc, il y a pas mal de texte sur ce slide, pardon, je vous suis, regardez-moi. Échanger directement avec la personne qui est en charge de l'AP. En fait, il faut déjà vous dire que ces personnes-là ont envie de vous rencontrer. Donc, ils ne vont pas vous jeter si vous leur écrivez, à part, et c'est important, vous allez avoir dans certains… non, c'est des appels d'offres. Dans des appels d'offres publics, vous allez avoir de la confidentialité, mais a priori, là, ça ne concerne pas. Quand vous allez parler à cette personne, que ce soit par mail, que ce soit un jour si vous la rencontrez, et ça vaut en fait pour à peu près toutes les personnes que vous allez rencontrer pour du développement commercial, soyez intéressés plutôt qu'intéressants. Soyez intéressés plutôt… soyez évidemment intéressants qu'intéressés. Je suis désolé pour cette grosse erreur, je m'en excuse. C'est évidemment l'inverse. Il faut être intéressant plutôt qu'intéressé, c'est-à-dire que ne cherchez pas tout de suite à avoir des réponses immédiates, mais prenez le temps de là aussi comprendre le contexte, poser des questions sur les critères. Si vous sentez que ça se passe bien, et ça va bien se passer si vous avez bien préparé vos questions, c'est-à-dire que vous arrivez avec des questions fines, vous savez bien présenter votre projet, vous allez sentir un fit humain. Que la personne vous répond bien, que qu'elle va vous donner plus d'infos de contexte, et bien là, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à avoir des questions super cash, du genre, si un projet comme le mien, ça résonne avec vos attentes, ou moi, je sens que j'ai un petit peu une faiblesse ici, vous pensez que je devrais quand même candidater, allez-y, n'ayez pas peur de le faire. Et en plus, le vrai avantage de cette approche-là, c'est que vous allez dédramatiser complètement en fait l'approche, toute la rédaction en ayant parlé à une personne physique, c'est beaucoup plus sympa. Et quand vous aurez dans des longues heures à rédiger, vous projetterez dans votre lecteur. Voilà. Une fois que vous avez fait cette étude un petit peu, vous allez devoir, vous allez un peu identifier une sorte de projet parfait. Voilà.
Et du coup, vous dire comment moi, mon projet, il se positionne par rapport à cet idéal. Et en gros, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Je manque d'implantation. Par exemple, vous allez dire, en fait, c'est poussé par un conseil général, je manque un peu d'implantation locale. Ce n'est pas vraiment mon fort. Du coup, il faut mettre vraiment en avant, autant que pousser, les quelques partenaires locaux que vous avez dans votre rédaction. Vous vous rendez compte que votre projet, il est un peu jeune. Ça, c'est très souvent le cas. Ou un peu trop âgé. Surtout un peu jeune, pardon. Dans ces cas-là, insistez sur vos reconnaissances existantes. Voilà. Mais surtout, assumez mes faiblesses. Ne les mettez jamais sous le tapis. Et ça, c'est globalement une attitude à avoir dans le monde entrepreneurial en général. Assumez qui vous êtes. Ça, vous serez gagnant sur le long terme. Ne cachez pas vos faiblesses, mais répondez directement. Par exemple, si on va vous demander « Avez-vous un modèle économique pérenne ?» Vous pouvez répondre « Non, aujourd'hui, on n'a pas de modèle économique pérenne, mais on a identifié tel flux de revenus potentiel et on a d'ailleurs un premier client. » Voilà. Je parle pour Make Sense, mais on va vraiment beaucoup plus apprécier quelqu'un qui nous répond honnêtement comme ça. Voilà, je me rapproche petit à petit de la fin de cette formation. J'espère qu'elle répond à vos attentes. Mais vous allez avoir un dernier cas, en fait, qui est votre projet ne répond pas aux critères. En gros, ça y est, vous avez bien bossé, vous avez une idée claire des critères, vous avez même parlé à la personne. Franchement, vous avez vraiment besoin de ces 10 cas-là pour lancer ce nouveau projet qui vous fait rêver. Cette nouvelle action. Et là-dessus, quelques questions à vous poser. Au vu de combien de personnes ont candidaté l'année passée, combien il y a eu de lauréats? Du coup, c'est quoi le taux de réussite fois un indicateur en 0, quelque chose qui pourrait être le fait que vous cochiez que 70% des critères, donc fois 0,7 par exemple. Moi j'aime bien monter des petites formules comme ça qui ne vont pas mathématiquement très loin, mais qui permettent d'essayer d'objectiver au maximum en fait nos chances de victoire. Est-ce que du coup, face à j'ai 60% de chances de gagner ou 30% de chances de gagner, est-ce que passer 2 jours de boulot totalement sur cette candidature où j'ai que 30% de chances de gagner, ça vaut le coup? Est-ce que je n'aurais pas intérêt à plutôt essayer de faire du développement commercial autrement? Voilà. Et donc ça, c'est aussi pour ça que des fois, on ne gagne pas. C'est que même si on a une super candidature, même si on croit que la candidature répond aux critères au maximum, elle n'y répond pas assez parce qu'au fond, le projet ne correspond pas à l'appel à projet. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de l'accepter. Voilà, en termes des conclusions, du coup, la méthode, détecter le plus tôt possible les appels à projet, étudier les critères explicites et implicites de l'appel à projet, et surtout en essayant de créer un lien avec les commanditaires. C'est vraiment beaucoup plus, c'est plus sympa et c'est le plus efficace. Et puis en plus, vous allez avoir des situations, par exemple, où la personne va vous dire « c'est pas pour vous ». Mais mon collègue, en revanche, d'une autre région, ça nous est déjà arrivé, a un appel à projet qui vous correspond plus. Sur la force du lien humain. Une fois que la consigne de l'exercice est claire, concevoir la réponse d'abord, la rédiger ensuite, pas mélanger, et investir du temps pour écrire de manière synthétique et intelligible. C'est pas grave de mettre des plombs pour écrire au début, de manière synthétique, c'est dur. Si on n'a pas fait des études littéraires, oui, bref, dans une filière qui fait qu'on passe beaucoup de temps à écrire, ça ne s'improvise pas, quoi. Donc, c'est pas grave, être humble là-dessus. Faut-il prévoir Alors, 2 questions. Quel conseil pour contacter la personne en charge des appels à projets? Du coup, c'est ce que je disais avec ma belle gaffe là, en étant plus intéressant qu'intéressé. Et donc là-dessus, simplement lui dire en fait, j'ai repéré cet appel à projet, c'est très intéressant, j'ai quelques questions, est-ce qu'on peut échanger au téléphone? Tout simplement. Et là-dessus, vous êtes blindé le jour de votre call, c'est que vous avez des questions intelligentes à poser au départ. Et vous n'êtes pas là juste pour vendre votre sauce en essayant de faire « regarde comment mon projet est beau, je te drague même avant le début du truc ». Faut-il nous prévoir une synthèse des actions proposées? C'est bien d'être synthétique, donc pourquoi pas à la fin remettre une synthèse, tout à fait. Des analyses comparatives selon le genre. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît, sur analyse comparative et en appliquant tac,
si l'AP est vague et que plusieurs vagues de notre projet peuvent leur répondre, il faut mieux choisir une et s'y tenir. C'est une super question. Tu ne peux pas avoir la réponse. Pose la question aux gens qui ont fait l'AP. Ils vont dire ah bah vous savez, en fait. Très bien. Quel type de document recommandes-tu de mettre en annexe? La présentation de ton projet extensive, donc les 30 slides que tu peux avoir là-dessus, de cette presse si tu as. Et potentiellement, tu vois, si tu as des bilans d'autres programmes que tu as fait qui sont similaires, c'est toujours cool. Est-il bon de demander les forces et faiblesses émises par le comité? Absolument, absolument, Vanessa, c'est super important. Merci, ce n'était pas précisé de demander feedback. C'est super, ça c'est vraiment important pour la progression. Peut-on contacter le jury? Et si oui, comment? Moi, je ne contacterai pas le jury, mais je contacterai la personne qui prépare les dossiers, qui prépare les dossiers. Tu as souvent en fait une personne de l'organisation qui gère l'appel à projet et le jury, c'est des personnes externes. Donc, pas contacter ces personnes externes, mais contacter de manière transparente la personne qui gère l'appel à projet. 2 derniers conseils avant de se quitter. Les problèmes techniques pour déposer l'offre, ça arrive. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça fait mal. Franchement, ça fait hyper mal de voir le bar de téléchargement pas avancer, avoir son dossier qui est refusé après des heures de boulot. Si un jour ça vous arrive, il faut appeler tout de suite le service technique et avoir un ticket, avoir une preuve qu'il y a eu un bug. Et si vous avez ça, vous pouvez vous en sortir. Certains appels à projets incluent de l'accompagnement, comme celui de CEMEX par exemple. Et ben, du coup, c'est important de toujours spécifier pourquoi vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement. Là aussi, c'est empathique. Les gens qui ont fait de l'orga, ils se sont fait suer à mettre un incubateur, en plus des sous, à payer. Que ouais, vous vous êtes intéressé et que vous, c'est super important pour vous, cet effort qu'ils ont fait. Et puis, dernière flingue, du coup, en conclusion, toujours bien distinguer son projet de sa candidature. Ce n'est pas revenu dans les questions et je pensais que vous alliez me la poser honnêtement. C'est en quelle mesure il faut mentir. Donc, on ne ment jamais, on n'invente jamais des choses, on met en relief des aspects qui comptent plus, mais on ne détourne jamais le réel parce que ça vous reviendra. Au bout d'un moment, it will backfire on you. L'expérience paye. La vôtre, mais aussi celle des autres. Donc, en fait, il y a partager, échanger entre vous. Un des moyens aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs facilement, c'est d'aller sur Spot, .mexcess.org. Vous serez mis en lien avec d'autres entrepreneurs. Ça peut être chouette. Et puis surtout, en fait, gagner des appels à projets, c'est un moyen et ce n'est pas une fin en soi. Et je voudrais vous quitter là-dessus. On a vu trop de projets qui vivaient en fait d'appels à projets. C'est-à-dire qu'ils gagnaient un petit peu de cash, ils gagnaient de la visibilité, ils gagnaient de la presse. Souvent, dans les appels à projets, on a un soutien presse. Et en fait, ça fait des projets qui passent leur temps à pitcher et qui sont trop éloignés. Du coup, ils passent trop de temps à essayer de comprendre comment fonctionnent les jurys que comment fonctionnent leurs utilisateurs. Donc, ne devenez pas ce genre de projet-là. Voilà. C'était tout pour ma présentation. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps.